France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Madame de Sévigné, une précieuse loin d'être ridicule dans un siècle galant. Mais d'ailleurs, Marie de Rabutin-Chantal, la marquise de Sévigné, était-elle vraiment une précieuse? Des épisodes du cours de l'histoire pour rencontrer Sévigné, les femmes de son temps, celles du grand siècle, celui de Louis XIV. Elle fut observatrice des cercles galants et des intrigues de la cour. Elle fut aussi une mère du XVIIe siècle avec une correspondance longue distance avec sa fille. Classique Sévigné, femme de lettres, épistolière précieuse. Il n'y a pas au monde une meilleure personne qu'elle, ni plus généreuse, ni moins intéressée, ni plus officieuse. Voilà quelle est cette admirable Sappho. Madame de Sévigné le raconte à son tour à Madame de Grignan, et elle a une manière si leste et si spirituelle de s'ébattre dans le sujet le plus scabreux que c'est à mourir de rire. Je veux que vous ayez la place que vous méritez. Je vous veux heureuse, indépendante et maîtresse de votre destinée. Une mode donc est ridicule. Voilà ce que chacun retient de la préciosité au cours de ses études. Mais les choses ne sont pas si simples. Et ce jugement a peut-être besoin d'être révisé. Faut-il réviser notre jugement sur Sévigné, Madame de Sévigné? Pour nous en parler, Geneviève Haroche-Bouzinac, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur émérite de littérature à l'Université d'Orléans, directrice de la revue Épistolaire. Épistolaire parce que c'est bien ça la question. Épistolaire, c'est écrire des lettres. Ces grandes figures de la littérature passent souvent aussi par la correspondance dès qu'il s'agit de l'histoire des femmes. Madame de Sévigné en est une sublime représentante. Pour nous parler aujourd'hui de Sévigné, Myriam Dufourmêtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire des femmes de lettres au XVIIe siècle. Quel jugement est porté sur Madame de Sévigné? Ou pour le dire autrement, quand aujourd'hui nous avançons son nom, quelle idée vient en tête? J'ai évoqué le mot précieuse. C'est bien cela souvent qui arrive. Myriam Dufourmêtre, était-elle une précieuse? Qu'est-ce que les précieuses d'ailleurs? C'est bon de le rappeler. Oui, question difficile dans la mesure où c'est fondamentalement une question polémique dès le début. Et que ça l'est resté, que ça l'est même devenu plus encore au fil de l'histoire littéraire et dans la construction de l'histoire littéraire au XIXe siècle, si fait que pour savoir un petit peu ce que c'était que les précieuses, il fallait peut-être d'abord se demander qui avait été nommé précieuse, quelles étaient les intentions de ceux qui l'avaient fait, dans quel but, au fond, on nommait une femme précieuse, et qu'est-ce qu'on voulait obtenir avec une telle qualification, puisque aucune femme ne s'est nommée elle-même précieuse. Ah oui, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui servait à désigner des femmes pour les critiquer, ou était-ce pour les mettre en valeur ? Eh bien, les deux, bien sûr, et successivement. C'est-à-dire que le terme, l'adjectif, a évidemment la valeur positive qu'on lui connaît, et sert dans les années 1640-1650 à désigner de façon de plus en plus précise des filles et des femmes qui ont de l'esprit, qui ont des lectures, qui se mêlent des lettres, etc., jusqu'au moment où la désignation se retourne. Et évidemment, l'exemple et le moment central de ce retournement de la valeur du mot en termes péjoratifs, ce sont les précieuses ridicules de Molière en 1659. À partir de ce moment-là, plus aucune femme ne va revendiquer le titre de précieuse, même si elle le revendiquait même pas avant. Déjà, elle le revendiquait pas avant, mais alors après les précieuses ridicules de Molière en 1659, c'en est terminé. Geneviève Haroche, vous êtes la biographe de Madame de Sévigné, une belle biographie publiée chez Flammarion. Était-elle une précieuse ? Alors la question reste ouverte, mais il me semble que ce qui pouvait intéresser Madame de Sévigné dans la préciosité, c'est tout d'abord une énergie collective qui pouvait se dégager de ce qui n'était pas véritablement un mouvement,
et également des modèles de comportement qui permettaient avant tout à chacune de ces femmes de se donner du prix, de se valoriser au sens propre du terme. Et il me semble qu'il existe une sorte de coïncidence entre ce mouvement et une trajectoire individuelle, c'est-à-dire elle a finalement trouvé le moyen d'inscrire son veuvage, son célibat, sa revendication, c'est ce qu'on ne peut pas appeler une revendication, mais une quête de lecture et de culture à l'intérieur d'un mouvement, d'un compagnonnage plus large. Alors, reste à savoir si elle se revendiquait elle-même comme précieuse. On trouve très peu le terme sous sa plume, si ce n'est à la fin de sa vie, un moment où elle se trouve au rocher, où elle dit, alors qu'elle se promène, « Il me reste encore quelque chose du bel air et on pourrait me nommer précieuse ». Mais cette fois-ci, le terme est employé de manière nostalgique. Alors, ce qui n'est pas indifférent de savoir, c'est que c'est l'oncle par alliance, René Renaud de Sévigné, qui vivra près de Port-Royal, proche de Port-Royal. C'est la première occurrence du terme précieuse dans une lettre à Christine de Savoie. Donc, il est intéressant de voir que finalement le terme même circule dans l'entourage de Madame de Sévigné, même si au moment où René Renaud de Sévigné emploie le terme, il ne songe pas du tout à sa nièce par alliance. Myriam Dufourmêtre, au XVIIe siècle, il se passe quelque chose dans ce monde littéraire pour les femmes, parce que ce n'est pas rien d'évoquer un mouvement. En parlant des précieuses, il existait des autrices par le passé, bien sûr, mais des individus. Et ici, au XVIIe siècle, on a quelque chose avec le débat que vous lancez là, maintenant, aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, de se dire c'est par l'accumulation de noms qu'on arrive à cerner ce mouvement. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut se replacer un petit peu pour comprendre l'émergence de ce mouvement. Voilà, c'est le mot vague qui peut dire qu'il ne s'agit ni d'une école ni d'une esthétique particulière, mais quelque chose qui effectivement apporte une transformation importante. Il faut se reporter, il me semble, au lendemain des guerres de religion, dans une France déchirée par les atrocités que l'on sait, dans le mouvement de la contre-réforme qui va vouloir restaurer finalement une paix civile, et le rôle qu'on confie aux femmes. François de Sales, par exemple, le premier qui va confier aux femmes, mais le pouvoir politique aussi, monarchique, confier aux femmes une mission civilisatrice dont Norbert Elias a amplement parlé, que Madame de Rambouillet, la marquise de Rambouillet, l'animatrice de la célèbre Chambre bleue, qualifie d'opération de débrutalisation des hommes. Voilà, c'est ça qu'il faut obtenir. Donc, conjointement à l'interdiction du duel, on développe une civilité, une forme de relation entre les sexes où les femmes jouent un rôle supposé pacificateur en fonction de leur supposée qualité naturelle, de douceur, de délicatesse, etc. Bon, on peut en discuter aussi. Interroger cette supposée naturalité, mais en tout cas, voilà, c'est sur cette base-là que ça fonctionne. Et donc se développent des salons qu'on n'appelle pas encore de ce nom, mais réduits, ruelles, voire académies, dans lesquelles les femmes reçoivent à la fois la noblesse et les hommes de lettres. Vous avez évoqué François de Sales. Nous sommes ici du côté de la Savoie avec François de Sales et un personnage qui est une grande figure aussi. Ce prélat vraiment a marqué son temps, qui nous relie à Sévigné. Alors, Madame de Sévigné par sa grand-mère, Jeanne de Chantal. Oui, la grand-mère de Madame de Sévigné, Jeanne de Chantal, Jeanne Frémiot, de son nom d'essence. Jeanne de Chantal a épousé un noble de vieille noblesse bourguignonne et après avoir eu 3 enfants, décide de s'en éloigner et de fonder l'ordre de la Visitation. Et cette femme jouissait d'une grande aura
Elle avait l'habitude, lorsqu'elle venait à Paris, de réserver 1 heure de conversation à sa petite fille, qu'elle a surnommée la petite Cantaline, c'est-à-dire donc la petite Chantal. Et lors de la disparition de Cels Bénigne de Rabutin, le père de la future Madame de Sévigné, elle considère l'enfant comme le petit lien. Elle l'appelle le petit lien entre 2 dynasties vraiment très différentes. D'un côté, les Coulanges, et de l'autre côté, l'ancienne famille des Rabutins. Et donc, Jeanne de Chantal est déjà une femme qui prône ce qu'elle appelle un amour incomparable. Elle remarque dans la mère de Madame de Sévigné une attention qu'elle juge exceptionnelle. Donc, il ne serait pas impossible que cet amour maternel, voire cet amour grand maternel, provienne de plusieurs générations de mères. La petite Marie de Rabutin Chantal, qui est née le 5 février 1626 à Paris, a pour grand-mère Jeanne de Chantal, future Sainte Chantal. Jeanne Frémiot n'était encore qu'une enfant lorsque son père, ayant eu l'occasion de recevoir un gentilhomme appartenant à la religion réformée, elle se montra envers lui incivile au suprême degré, lui tournant le dos, le regardant avec fureur, allant jusqu'à lui adresser des paroles dont la violence étonnait dans cette bouche enfantine. Le gentilhomme ne prit point au sérieux ce fanatisme puéril. Quand il reparut chez les Frémiot, il offrit à Jeanne des sucreries pour faire la paix avec elle. C'était un jour d'hiver. Jeanne prit les bonbons et les jeta au feu en criant « Voilà comment les hérétiques brûleront en enfer !» Elle avait alors 7 ou 8 ans. Elle a laissé des lettres très édifiantes. L'un de ses fils, le baron de Chantal, tué en 1627 à l'île de Ré, assiégé par les Anglais, avait eu une fille, Marie. Cette dernière, petite fille par conséquent de la mère de Chantal, devait à son tour faire parler d'elle, car elle devint la marquise de Sévigné. 2 générations avaient suffi pour franchir la distance du sacré au profane. Nous étions en 1959 ici avec une chronique sur Sainte Jeanne de Chantal. Dites-nous, Geneviève Haroche-Bouzinac, c'est pas rien quand même d'avoir une telle grand-mère que Jeanne de Chantal. Et elles se sont rencontrées, c'est-à-dire que la future Madame de sévigné a rencontré cette grand-mère charismatique. Oui, elle l'a rencontré et je pense qu'il faut imaginer ce que pouvait être une conversation d'1 heure avec une femme d'un tel éclat, une grande épistolière, quelqu'un de capable de réunir autour d'elle des dizaines de religieuses. Donc, bon, effectivement, ça devait être une personnalité tout à fait étonnante. Alors, Madame de Sévigné parle assez peu de sa grand-mère dans ses lettres, si ce n'est un moment de sa vie, elle fait étape à Moulins et elle demande à dormir dans un monastère dans la chambre où a vécu sa grand-mère. Et donc, à l'entête de la lettre, elle le signale comme une sorte d'acte de respect. Donc, sinon, les allusions dans la correspondance connue sont quand même assez minces. Geneviève Haroche, vous commencez votre biographie de Madame de Sévigné avec une étrange réunion de famille, mais ça va même au-delà de la réunion de famille. C'est un conseil de famille incroyable où Jeanne de Chantal, donc la future sainte, intervient. Nous sommes à un moment absolument saisissant de la vie d'une toute petite fille. Que va-t-elle devenir ? Parce que, vous nous l'avez dit, il y a Rabutin, Chantal, des origines familiales, Coulanges. Donc, du côté de la mère, quelles origines familiales ? Alors, du côté de Marie de Coulanges, Marie de Rabutin-Chantal appartient à une famille de partisans, ceux qui détenaient des parts de ferme générale, et son grand-père, Philippe Ier de Coulanges, s'était enrichi dans la fourniture aux armées. Et donc, c'est grâce à cette fortune qu'il avait fait bâtir un très bel hôtel particulier dans la place royale où la petite sera élevée. Et puis de l'autre côté, du côté de son père, Cels Bénigne de Rabutin, elle appartient à une très vieille noblesse bourguignonne. Son père disparaît lorsqu'elle a 17 mois. Et elle en parle de temps en temps, de même à l'entête d'une lettre, elle note « Jour de la Madeleine où disparut un père que j'avais ». C'est-à-dire la disparition du père, c'est un événement très précoce dans son existence. Elle est vraiment toute petite fille. Elle ne dit pas mon père, elle dit un père que j'avais.
Et de temps à autre, dans la correspondance, elle fait allusion à son esprit, notamment à son art d'écrire, d'avoir un style laconique. Et quelquefois, lorsqu'elle cite un des billets de son père, elle dit « Il était joli, mon père ». Donc, on sent qu'il y a une sorte d'attraction pour ce père dont on lui a parlé, sur lequel elle a pu entendre des récits, mais évidemment, elle n'a aucun souvenir personnel. Du côté de la maman, donc famille Coulanges, il y a de l'argent, on l'entend bien, il y a de la noblesse, bien sûr, mais qui n'est pas si ancienne, avec ici un hôtel, vous l'avez dit, Place Royale, c'est aujourd'hui la place des Vosges. À Paris, nous voyons bien ces jolies briques partout, c'est absolument harmonieux. Et la perte des parents très tôt, c'est ce qui explique ici ce conseil de famille, ce moment saisissant où l'avenir de l'enfant doit être décidé. Va-t-elle être placée au couvent et finir nonne, ou va-t-elle poursuivre sa petite existence ? Oui, voilà, ce qui est étonnant, c'est de voir que le conseil le magistrat, d'abord, hein, qui préside le conseil, finit par décider en faveur de la garde de la petite chez les Coulanges. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que sa grand-mère, qui est pourtant religieuse, considère qu'elle est heureuse là où elle est et qu'il faut l'y conserver. Mais il est vrai que son destin aurait pu basculer en 1 minute et qu'elle aurait pu terminer dans un couvent près de Chambéry, et certainement on n'aurait plus jamais entendu parler d'elle. Myriam Dufourmaitre, parce que c'est cela aussi, écrire l'histoire des femmes, c'est voir les contraintes extérieures à leurs propres décisions. Dans le cas ici de Madame de Sévigné, c'est une évidence. En tout cas, elle n'est pas encore Madame de Sévigné, elle n'est pas encore mariée, mais la petite Rabutin Chantal, mais c'est ça, c'est d'un seul coup, par une décision bien souvent masculine, mais pas seulement, parce qu'on l'a entendu, Jeanne de Chantal, la grand-mère, est présente pour la décision, le sort est scellé. Oui, tout à fait. Et les quelques femmes finalement qui ont pu se libérer de ces contraintes, parfois avec un coût extraordinaire pour elles-mêmes, peuvent dans bien des cas être considérées comme des figures héroïques par cette volonté de sortir des contraintes qui pesaient si fort sur les femmes à l'époque. La première d'entre elles, c'est l'absence d'instruction véritable. C'est-à-dire le fait que, en gros, à part la religion, la morale et la couture, on n'apprend pas grand-chose aux filles. L'arithmétique aussi, parce que ce sont les femmes qui tiennent les comptes, en général, y compris dans les grandes maisons. Donc, bien sûr qu'il y a eu une éducation des filles, mais cette éducation comporte fort peu d'instruction au sens où nous l'entendons maintenant. Et donc, se construire une culture, c'est déjà la première voie, et longtemps ça a été la seule, d'une forme d'émancipation des femmes. Et ce qui est fascinant dans la question des précieuses, pour y revenir, c'est que cette construction de la culture est une co-construction. C'est-à-dire que non seulement les femmes, évidemment, vont se servir de leur entourage masculin favorable à une meilleure instruction des femmes pour s'instruire, lire, réfléchir, comprendre, mais qu'elles vont aussi, entre elles, véritablement créer un milieu favorable à la diffusion et à l'acquisition de cette culture. Et ça, c'est quand même, sinon totalement inédit, en tout cas dans l'ampleur que ça prend dans la société, tout à fait nouveau. Priver les femmes de formation, bien entendu, c'est leur fermer tout avenir possible, au moins ici, dans le cadre qui nous intéresse, dans la littérature. Geneviève Arroge. Oui, mais il me semble que dans sa jeunesse, Marie de Rabutin-Chantal avait eu l'occasion de fréquenter quelques-unes de ces femmes exceptionnelles qui n'étaient pas des précieuses, et notamment lorsqu'elle séjournait à Suzy-en-Brie, qui était la demeure campagnarde de son grand-père, eh bien, elle fréquentait une certaine Madame de la Guette, qui a laissé ses mémoires, et qui était une femme exceptionnelle parce qu'elle faisait bien les armes. Et donc, c'est son père qui lui avait appris le maniement de l'épée, et donc qui pratiquait
le sport, qui se baignait dans la rivière. Donc elle l'a côtoyé et Madame de Laguette va intervenir plusieurs fois dans la vie de Madame de Sévigné. Et cette Madame de Laguette avait une sœur qui n'était quand même pas non plus des plus communes, qui s'appelait Marie Meurdrac et qui, elle, était chimiste, qui avait un petit cabinet de chimie et qui est l'auteur d'un traité qui n'est pas si connu que ça, qui est la chimie pour les dames. Donc, Marie fréquentait toutes ces jeunes filles et toutes ces dames dans l'entourage de Suzy-en-Brie. Et donc, et d'ailleurs, à un moment donné, on peut supposer qu'elle a lu le traité de chimie de Marie Meurdrac parce qu'elle évoque la recette d'une pommade de pied de cochon destinée à servir de crème anti-rides. Donc, elle pouvait côtoyer des femmes qu'on peut appeler des femmes savantes dans certains côtés. Oui, parce que c'est ça, faire l'histoire des femmes, c'est aussi mettre comme ça, devant nos yeux, des évidences. Les pressions, nous les connaissons, elles sont identifiées, mais la réalité, c'est aussi qu'il y a de véritables tempéraments, de destins, qui ont été invisibilisés, parce que ces traités-là, ou certaines publications ont été complètement mises de côté. Mais quand on étudie de près l'histoire des femmes, bien sûr, oui, il y a ici des femmes qui agissent sans cesse, et même au XVIIe siècle. Et qui agissent aussi politiquement, parce que cette Madame de Laguette, elle est chargée par Anne d'Autriche de mission au moment de la Fronde. Elle traverse la France à cheval pour aller détacher Marsin de la conjuration de Lormay à Bordeaux. Et elle revient rendre compte de sa mission à Anne d'Autriche, qui lui demande: comment avez-vous chevauché, en robe ou en pantalon? Oui, voilà, au moins comme ça, c'est très clair. Des missions politiques attribuées aux femmes, la capacité de faire de la science, de la littérature aussi, pour utiliser un mot très large. Et puis, il y a la vie personnelle des individus. Marie de Rabutin-Chantal, donc, nous l'avons entendu, cette jeune orpheline, mais riche tout de même. Et c'est d'ailleurs ce qui peut expliquer pourquoi une partie de la famille, Geneviève Haroche, vous l'évoquez dans votre Madame de Sévigné, a bien voulu la mettre au couvent en se disant: on va peut-être récupérer un peu de sous. Oui, c'était la perle des demoiselles et un riche parti, disait-on. Voilà, donc au couvent ça aurait été bien, mais non, elle continue à vivre avec sa famille, et c'est vrai que l'ambiance est très bonne. La formation, que sait-on de la formation d'ailleurs de cette petite Marie de Rabutin-Chantal ? Alors, du détail de sa formation, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on trouve dans les livres de comptes les sommes dévolues au salaire, aux honoraires de maître de danse. Certainement, elle a appris l'italien, donc la danse, le chant. Donc, et puis, pour ce qui est des lectures, elle a des oncles abbés qui sont cultivés. Et puis, bientôt, elle va fréquenter le grammairien Ménage. Mais sa formation intellectuelle, sa formation livresque, c'est une formation qui va se poursuivre tout au long de sa vie. Oui, c'est ça, c'est cette formation-là qui naît de la curiosité aussi et l'envie de découvrir, de lire. Et puis, il y a un mariage, parce que Marie de Rabutin-Chantal devient Madame de Sévigné à un moment dans cette histoire-là. Alors, ce mariage-là, comme je le disais, il y a de l'argent du côté de cette jeune fille. Est-ce que c'est un mariage aussi qui est intéressant pour elle ? C'est en 1644 qu'elle se marie avec Henri de Sévigné. Oui, elle a 18 ans. Et ce Sévigné... qui est bien fait et paraît avoir esprit, d'après le journal d'Olivier d'Ormesson, qui est proche de la famille Coulanges. Eh bien, cet Henri de Sévigné, il appartient à une très vieille noblesse bretonne. Il est baron des Rochers. Et il semblerait que les premières années du mariage soient assez harmonieuses. Il l'emmène visiter ses terres de Bretagne, très sauvages, qu'elle semble apprécier. Il y reste quelques années, le temps de donner naissance à 2 enfants. En 1646, Françoise, qui va naître à Paris, rue des Lions, et puis en 1648, Charles, qui va naître au Rocher. Et donc, c'est jusqu'en 1651, les choses sont relativement harmonieuses, hormis les infidélités d'Henri de Sévigné qui sont connues dans tout Paris. Ah ça a l'air d'être un coquin celui-là. Henri de Sévigné, ils ont à peu près le même âge. Il a 3 ans de plus qu'elle. Donc voilà, faut pas imaginer un vieux barbon. Non, pas du tout. Non, c'est un jeune homme. Oui. Et alors, ces rochers, les rochers évoqués en Bretagne, faut toujours préciser avec la Bretagne de quel côté ça se passe. C'est du côté de Vitré, c'est bien ça. Voilà, absolument. On descend, on est à Saint-Malo, direction plein sud. Et... Voilà, un petit peu dans les environs de Rennes. Et c'est alors qu'elle se trouve au Rocher que Madame de Sévigné écrit une lettre le 15 mars 1640. Je pense que là, nous
rejoignons la question de la préciosité parce que c'est avec Roger de Bussy-Rabutin qu'elle peut exercer son goût du langage. Goût du langage que les cousins désignent par le terme de rabutinage. Rabutiner, c'est finalement échanger des plaisanteries, créer des néologismes, jouer sur les mots. Et donc ce Roger de Bussy-Rabutin jouera un rôle important dans la vie de sa cousine, notamment parce que c'est lui qui sera le premier diffuseur finalement des lettres de Madame de Sévigné, car il lui demande l'autorisation, lorsqu'il rédige ses mémoires justificatifs adressés à Louis XIV, d'inclure 5 lettres de sa cousine. Ces mémoires ne seront publiées qu'en 1696, c'est-à-dire après la mort des protagonistes, mais néanmoins, il l'encourage à bien écrire. Il la loue, il la flatte, et lorsqu'elle s'inquiète de savoir si son style ne sera pas trop maladroit, elle lui demande de bien vouloir raccommoder ses lettres. Et alors, à ce moment-là, Roger de Bussy-Rabutin, qui est quand même très flatteur, lui dit « Madame, Lebrun ne toucherait pas à un original du Titien ». Donc là, on peut même parler d'une certaine forme de flagornerie. Du rabutinage. Du rabutinage. Complètement. Myriam Dufourmaitre, mais avec tous ces personnages que nous évoquons aussi, c'est une société particulière qui s'affiche devant nous où il y a des femmes autrices, des hommes dans le même temps qui écrivent. L'aristocratie, c'est un élément de lien entre tous ces gens-là. On voit bien, c'est comme des gens qui suivent les mêmes codes, qui se reconnaissent. Et c'est dans cet univers-là que se déploie la création littéraire, artistique. Mais elle n'est pas la même pour les femmes que pour les hommes. Parce que j'entends beaucoup de correspondances du côté des femmes et j'entends des mémoires du côté des hommes. Oui, tout à fait. Il y a peut-être un terme qu'il faut introduire ici, parce qu'on a évoqué la préciosité, mais qui est le terme de galanterie. C'est-à-dire cette ère et cette finalement ce mode de vie aussi qui parcourt l'ensemble de la société de l'époque. Et la difficulté, c'est de savoir si la galanterie a le même sens pour les hommes et pour les femmes. Et ma réponse serait plutôt non, c'est-à-dire que les positions ne sont pas symétriques, y compris lorsqu'il s'agit de l'air galant et de l'esthétique qui va avec. C'est-à-dire que les femmes à la fois souhaitent évidemment et sont participées à ce vaste mouvement civilisateur dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils jouent un rôle considérable. Donc, elle souhaite avoir l'air galant, mais sans être galante, parce que en français, le terme galante a toujours aussi une connotation péjorative, c'est-à-dire du côté de la mauvaise conduite sexuelle, bien sûr, des femmes, à l'aune de laquelle on juge tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles disent, tout ce qu'elles écrivent, tout ce qu'elles publient. Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, si ce n'est pas encore aujourd'hui. C'est possible que ce soit le cas aujourd'hui encore. Vous avez raison de le dire. Henri de Sévigné, justement, il a l'air galant. C'est un vers galant. Voilà. Et Bussy aussi, c'est vraiment le galant. Dans le sens aussi double du terme, en vieux français, un galant, c'est un trompeur. La Fontaine, par exemple, qualifie souvent le renard de galant. Et donc c'est celui qui joue, qui se masque, qui joue le jeu de la séduction, mais à ses fins propres. Et Bussy de Rabutin, avec qui finalement Marie de Sévigné dont elle va rester proche toute sa vie, commet quand même à l'égard de Madame de Sévigné quelque chose qui est absolument terrible pour elle, et qui est son portrait dans l'histoire amoureuse des Gaules. Et ce portrait est un portrait au vitriol de sa cousine, qu'il prétend aimer et respecter. C'est-à-dire qu'il la traîne dans la boue de la même manière qu'il a traîné dans la boue par sa carte du pays de Braquesidac. Les précieuses et autres femmes, et en particulier Madeleine de Scudéry, dont il parodie la carte de tendre. Donc on a ce double jeu
quand même souvent à l'intérieur de cette galanterie supposée belle, honnête, civilisatrice, etc., entre des hommes qui poussent leur avantage aussi loin qu'ils peuvent et des femmes qui sont absolument forcées de résister parce que leur réputation est en jeu et qu'elle est entre les mains des hommes, cette réputation. Et d'ailleurs, c'est ce que vit Marie de Sévigné avec son mari Henri, parce que c'est extrêmement simple à retenir. En 1644, c'est le mariage. 2 ans plus tard, la naissance d'une fille, Françoise. 2 ans plus tard, la naissance d'un fils, Charles. 3 ans plus tard, la mort du mari. Mais entre les deux, que d'aventures, Geneviève Haroche, pour la pauvre Marie de Sévigné qui voit son mari, Henri de Sévigné, partir et être infidèle comme rarement. Et c'est d'ailleurs ce qui peut expliquer la mort précoce d'Henri de Sévigné. Il meurt en duel, je crois. Il meurt en duel, oui, pour les beaux yeux de Charlotte de Gondran, qui était une de ses dernières maîtresses. Oui, et effectivement, ce deuil la laisse complètement déconcertée. Elle évoquera plus tard l'abîme où j'étais à la mort de Monsieur de Sévigné. Alors, déconcertée à plus d'un titre, d'une part parce que effectivement la voilà seule, et d'autre part la voilà aussi avec un état de fortune considérablement ruiné. Henri de Sévigné avait mangé sa dot. Elle a dû vendre des terres en Bourgogne pour apurer son état de fortune. Et en cela, elle a été aidée par un personnage qu'il faut peut-être évoquer, qui est l'abbé Christophe de Coulanges, surnommé le Bien Bon, et qui a non seulement le don de la comptabilité, mais qui est bâtisseur, et puis qui est un homme extrêmement protecteur et de bons conseils. Et donc la voilà, jeune veuve, et c'est à partir de ce moment-là, je crois, qu'elle jouit d'une liberté qui lui permet de fréquenter les ruelles, et ce sera ces 20 années qui vont suivre seront l'apogée de sa sociabilité, je crois qu'on peut dire. C'est vraiment à cette époque-là qu'elle va fréquenter les cercles précieux. Les ruelles, je le rappelle, ce sont les salons au sens, c'est à côté du lit, la ruelle du lit, c'est le passage de chaque côté du lit. Non, parce que quand on dit elle va fréquenter les ruelles avec Absolument. Le sens contemporain de la chose, on pourrait se méprendre. Voilà. Le fait qu'elle soit veuve change considérablement son statut. D'ailleurs, Myriam Dufourmaitre, le statut des femmes est toujours sous domination, sauf quand elles sont veuves, parce que avant c'est le père qui domine, ou alors un oncle ou quelqu'un ou un frère. Le temps du mariage, c'est le mari, et quand elles sont veuves, elles s'affranchissent un peu de tout cela. Voilà, veuves ou célibataires, quand elles font ce choix très risqué, qui est pour un certain nombre d'entre elles le choix des précieuses, quand elles peuvent le faire, évidemment, parce que c'est le cas de Madeleine de Scudéry, qui refuse de se marier parce qu'elle considère que le mariage est un long esclavage, comme elle le fait dire à un de ses personnages dans le roman du Cyrus. Et dans cette décennie, enfin ces 20 années qu'on évoque, il y a aussi des petits livres évidemment très très peu connus, comme L'école des filles en dialogue, où on essaye de valoriser un célibat féminin lettré et laïque, parce qu'évidemment être nonne, c'est être mariée au Christ, donc c'est encore un état de mariage. Donc la liberté des femmes ne se trouve finalement dans leurs décisions, leur choix de vie, l'allure qu'elles peuvent donner à leur vie, que dans le veuvage ou le célibat. Après être devenue veuve en 1651, son mari tué en duel, est-ce que Madame de Sévigné cherche à se remarier ? Alors non, malgré un nombre de soupirants assez considérable, elle refusera toujours de se remarier, parce que le veuvage comporte des intérêts, des avantages économiques, comme celui de disposer de sa fortune, comme celui de se déplacer à sa guise. Et surtout, un remariage comporterait un inconvénient majeur, ce serait de faire tomber ses enfants sous la tutelle d'un second mari. Et donc, c'est une chose dont Madame de Sévigné ne veut absolument pas. Et donc, elle veut rester maîtresse de l'éducation de ses enfants. C'est pourquoi elle choisit sa liberté. Mais pas seulement, parce que dans la cinquantaine, le duc de Luynes va lui demander sa main.
Et donc là, à ce moment-là, il n'est plus question des enfants, il n'est même plus question de liberté. Eh bien, elle aurait pu obtenir le tabouret, c'est-à-dire elle aurait pu devenir duchesse, et même malgré ça, elle refuse, et en parlant avec ses amis, elle dit « mais quelle folie !» Donc il faut penser qu'elle était amoureuse, elle était éprise de sa propre liberté. Et oui, à la cour, les duchesses avaient un tabouret, donc c'est quand même pas rien. Ben non, elle a refusé le tabouret. Dites-nous, Geneviève Haroche, dans cette histoire-là, il y a les lettres quand même, parce que les lettres de Madame de Sévigné, c'est vraiment un bonheur de lecture, et de les retrouver comme ça, il y en a énormément. Est-ce qu'elle couvre l'ensemble de son existence? C'est-à-dire que nous avons une petite fille qui naît en 1626, qui grandit, vous nous avez évoqué sa formation, elle se marie et puis elle a des enfants. Écrit-elle durant toute son existence, ou y a-t-il un moment où se met-elle à écrire comme ça de manière très régulière? Alors là, pour en parler, nous sommes quand même très tributaires des conditions de conservation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1661, nous n'avons que 28 lettres, donc c'est quand même très peu. Et en réalité, 1200 lettres à peu près sont conservées, et parmi ces lettres, on en a 760 adressées à sa fille, 126 lettres à Bussy-Rabutin, ce qui est quand même important, et 220 lettres à une trentaine d'autres destinataires. Donc pour vous donner un éventail, un panorama, et beaucoup de lettres ont été perdues ou non conservées. Toutes les lettres à Charles, son fils, qui auraient été certainement très intéressantes, mais on a des post-scriptum de son fils, et puis toutes ces lettres, par exemple à Madame de Lavardin. On sait qu'elle lui écrivait toutes les semaines. On disparaît. Pour avoir un élément de comparaison, Bussy-Rabutin, lui, de son côté, dispose de 200 correspondants. Donc, vous voyez, une trentaine de destinataires pour Madame de Sévigné, Bussy-Rabutin, 200 correspondants. Donc, la disparité est liée, je pense, aux aléas de la conservation. Et c'est pourquoi il faut être toujours très modeste quand on travaille sur les correspondances, parce que nous n'avons que des vues partielles. Ces correspondances, ces lettres, sont-elles destinées à être publiées? Parce que aujourd'hui, elles le sont, et on en trouve plusieurs éditions, et ici, il y a vraiment tant d'univers à découvrir, avec l'impossibilité de toutes les placer en un seul volume, tellement ce serait énorme. Et ces lettres-là, étaient-elles lues par d'autres personnes à qui elles étaient adressées? Alors, la lettre, c'est avant tout une forme littéraire qui est destinée, c'est-à-dire qu'elle est adressée à un destinataire nommé. Quelquefois, il y a des passages de la lettre qui peuvent être implicitement aussi autorisés à une lecture collective. Bon, je pense par exemple à certains passages des lettres à Françoise de Sévigné concernant les modes. Et là, Madame de Sévigné se doute que les dames de Provence vont lire certains de ces passages. Mais d'une manière générale, la lettre n'est pas destinée à une lecture collective, du moins pas ces catégories de lettres qui sont des lettres qu'on appelle des lettres familières. Et là, il faut bien faire la différence, par exemple, avec des lettres d'érudits ou de doctes, comme celle de la génération précédente, et je pense à Guy de Balzac, qui, lorsqu'il écrit ses lettres, sait qu'elles seront, ou a même l'intention qu'elles soient lues de manière collective. Donc, ce qui fait que le genre épistolaire, c'est un genre extrêmement varié, qui recouvre différentes tonalités de la lettre intime familière à la lettre collective. Et donc, les lettres, pour répondre à votre question, les lettres de Madame de Sévigné sont destinées à une lecture de l'intimité, de la solitude, ou alors d'un tout petit groupe. Oui, tout petit groupe, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans cette transmission d'informations. La temporalité est à prendre en compte. Myriam Dufourmêtre, il n'y avait pas le téléphone portatif, il n'y avait pas la télévision, on passait du temps à écrire, recevoir une lettre qui avait mis du temps aussi à venir, quelques jours, c'est un événement. Et la correspondance, nous n'avons rien à envier à ce qui se passait à ce moment-là, dans le nombre d'envois que nous faisons aujourd'hui de mails. Là, ça écrivait parfois tous les jours, parfois toutes les semaines, ça ne cessait d'écrire. Et donc, il y a un rapport particulier aussi à l'écriture ou à la production de textes destinés à quelqu'un. C'est ce qui fait vraiment le genre épistolaire. C'est vraiment la destination, ça je l'entends bien.
Oui, tout à fait. Il y a une familiarité avec l'écriture qui n'est pas si fréquente que ça chez les femmes. On sait par exemple que des très grandes dames ne connaissent pas l'orthographe parce que on apprend l'orthographe via le latin, et comme on leur enseigne pas le latin, voilà la bonne occasion de pas leur apprendre l'orthographe non plus. Donc cette familiarité avec l'écriture, on dit que ce sont des femmes qui ont inventé la correspondance intime, familière, Madame de Maure et Madame de Sablé pour les nommer. Alors bon, évidemment tout ça relève de la reconstruction un peu après coup, mais il y a donc une pratique qui est souvent une pratique quotidienne et même pluriquotidienne de l'écriture, de la lettre, sous toutes sortes de formes d'ailleurs de lettres, du billet, du poulet le plus petit jusqu'à des très grandes lettres qui sont aussi des narrations, des gazettes, des informations de la cour qui sont diffusées, des moyens de construire le lien social. Mais pour la question de la publication et finalement de la question de comment Madame de Sévigné peut être devenue une autrice à nos yeux, je vous dirais simplement une chose, c'est qu'en fait la publication prend déjà des formes différentes de celles que nous connaissons. C'est-à-dire que nous, quand nous parlons de publication, nous pensons pratiquement à la publication imprimée. Or, il y a des formes de publication orale, de publication manuscrite, de circulation dans des cercles plus ou moins contrôlés, et puis parfois ça échappe. Voilà, donc il y a tous ces éléments qui font que la réputation de Marie de Sévigné en matière d'écriture de lettres s'inscrit dans ce cercle qui évidemment est relativement étroit, mais assez tôt. Très vite, elle a une forme d'autorité en matière d'écriture de lettres. Et c'est ça aussi que veut dire auteur ou autrice. C'est d'avoir cette autorité et puis d'y ajouter quelque chose. Selon l'étymologie à Auctor, j'augmente. Donc, j'invente des formes nouvelles de lettres. Et puis dans ces formes de lettres, nous voyons bien avec Madame de Sévigné sa grande connaissance aussi de la littérature et peut-être de la conversation. Parce que Geneviève Haroche, l'historien, dès que nous étudions des textes du passé, nous nous appuyons sur les traces qui demeurent. Vous l'avez dit, dans le cas de Madame de Sévigné, il manque beaucoup de lettres. Mais tout ce qui disparaît, c'est la conversation. Et par les lettres, nous pouvons l'apercevoir un petit peu parfois. C'est ça aussi la force de cet art épistolaire. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, lorsque Madame de Sévigné avait à se féliciter d'un échange particulièrement réussi, elle disait « ce sont d'excellentes conversations que nos lettres ». Donc la lettre, c'est toujours un en deçà de la conversation. La conversation, c'est le modèle. Alors, il y a la conversation, mais il y a aussi la causerie. Alors la causerie renvoie cette fois-ci à une nature de lettres plus intime, qu'on chuchote. Et donc Madame Sévigné fait bien la distinction entre ces différents régimes épistolaires. Mais pour revenir à ce que Myriam Maître disait très justement tout à l'heure, l'usage quand même de la plume pour échanger par lettre, c'est quand même un usage qui me semble réservé à cette élite des dames et des cavaliers, cette élite mondaine dont nous parlons ce matin, parce que si l'on regarde des correspondances de la noblesse française contemporaine, et je pense notamment aux lettres de la famille de Turenne, notamment les lettres de la famille de la Tour d'Auvergne, on s'aperçoit que dans ces familles, dont les correspondances ont été conservées, qu'on ne s'écrit que lorsqu'on a quelque chose d'important à dire. Lorsqu'il s'agit de négocier un mariage, de faire des achats à Paris. Et donc, alors, il faut dire que c'est une noblesse protestante. Donc, déjà, cela change un peu la perspective. Et donc, cette pratique
quasi quotidienne, qui alimente les affects, je crois qu'elle est quand même réservée à ces milieux qui sont pas tout à fait superposables avec les milieux de la préciosité, mais qui ne concernent pas toute la noblesse provinciale en tout cas. Donc voilà. Alors le problème, c'est que pour ce qui concerne la noblesse provinciale, on a relativement peu de documents, ou alors on n'a pas encore mis à jour tous les documents qu'on pourrait exploiter. Oui, parce que comme les centres d'intérêt ont évolué à travers le temps, la recherche va se porter, j'espère, sur ces questions-là, fouiller un peu les archives privées et retrouver toutes ces correspondances, toutes ces lettres, sachant que il y a, donc ce que vous nous disiez, hein, le petit poulet, le petit billet, aujourd'hui on dirait un texto, quoi, rien de plus. Et puis après, il y a d'autres lettres qui sont destinées à être lues, alors peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas dans le salon, là, auprès des proches, dans la ruelle. Il ne faut pas conclure de là que tout ce que j'appelle mes amis sont de mes tendres amis. Car j'en ai de toutes les façons dont on peut aimer. C'est-à-dire... Oui, dites-le nous. Oh, belle Clélie. J'ai de ces amis qu'on appelle d'agréables connaissances. J'en ai qui sont un peu plus avancés, que je nomme mes nouveaux amis. J'en ai d'autres que j'appelle simplement mes amis. J'en ai aussi que je puis appeler mes amis d'habitude. J'en ai quelques-uns que je nomme de solides amis, et quelques autres que j'appelle mes amis particuliers. Mais pour ceux que je mets au rang de mes tendres amis, ils sont en fort petit nombre, et ils sont si avant dans mon cœur qu'on n'y peut jamais faire plus de progrès. Cependant, je distingue si bien toutes ces sortes d'amitiés que je ne les confonds point du tout. De grâce, dites-moi où j'en suis. Vous, Herminus, vous en êtes encore à nouvelle amitié, et vous ne serez de longtemps plus loin. Du moins serais-je fort heureux de savoir combien il y a de nouvelles amitiés à tendre. À mon avis, peu de gens connaissent la carte de ce pays-là. C'est pourtant un voyage que beaucoup de gens aimeraient faire. Et si la belle Clélie voulait m'accorder la grâce de m'en enseigner la route, je lui en aurais une éternelle obligation. Peut-être vous imaginez-vous qu'il n'y a qu'une petite promenade de nouvelle amitié à attendre. Avant de vous y engager dans ce pays, Herminus, attendez que je vous en donne la carte. Ben oui, c'est mieux pour pas se perdre. Dans l'analyse spectrale de l'Occident, nous étions en 1960, l'évocation de la carte de Tendre. Avec la carte de Tendre, nous sommes dans les années 1650, au milieu des années 1650, et quelques années plus tard, en 59, il y a les Précieuses ridicules de Molière qui détruisent tout. Qu'est-ce que cette carte de Tendre ? Alors, c'est une imagination, dit Madeleine de Scudéry, qui en est l'autrice, qui lui est venue au cours d'une promenade avec Paul Pélisson, qui... Donc, ce sont déjà des gens d'un certain âge, hein, tous les deux. Qui se prend d'amitié, donc de nouvelle amitié pour celle qui est, à ce moment-là, au sommet du Parnasse. Et qui va le rester pendant une décennie. Elle est l'autrice reconnue et admirée de Cyrus, même si c'est son frère qui a signé le livre. Et elle commence donc un nouveau grand roman en 10 volumes, Clélie. Alors cette carte de Tendre, qui paraît donc en 1654 dans le premier volume de Clélie, c'est un itinéraire dont elle précise amplement, obstinément, qu'il s'agit d'un itinéraire d'amitié, mais que un des personnages de Clélie veut interpréter à toute force comme un itinéraire d'amour. Voilà, donc on voit déjà tout à fait l'opposition entre une position féminine et une position masculine dans ce qui est un itinéraire de perfectionnement, donc amical ou amoureux. Là, on ne va pas décider de la chose, puisque ce qui est intéressant, c'est précisément que ça soit en débat, qui part donc de la nouvelle connaissance, nouvelle amitié, et qui passe par des chemins d'estime, de reconnaissance ou d'inclination, pour aboutir à des villages qui s'appellent tendre sur inclination, sur estime, etc., et qui s'arrêtent avant les terres inconnues, dont on suppose qu'elles sont celles de l'amour, en tout cas de l'amour physique ou de l'engagement dans le mariage. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement de régler les relations entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes, parce que la carte de Tendre s'adresse aussi finalement à tout un chacun pour se perfectionner à la fois dans la civilité et dans la morale. C'est progressif. Hein. On passe, par exemple, de billets doux, de billets doux à respect et tendresse. Vous voyez, qui donne à la littérature, finalement, cette valeur civilisatrice que j'ai évoquée au début.
Cette carte de temps, nous l'avons tous et toutes croisée dans les manuels scolaires parce que c'est un incontournable, mais elle est passionnante à saisir pour comprendre les échanges qu'il peut y avoir entre les hommes, les femmes entre elles, avec de nombreux échanges à ce moment-là. Ces échanges, c'est la correspondance de Madame de Sévigné avec sa fille, parce que sa fille a la drôle d'idée d'aller habiter loin, donc ça motive la correspondance. Elle va habiter dans le sud de la France. Oui, elle va rejoindre son mari, le comte de Grignan, dans son palais, dans un magnifique château où demeurent la plupart du temps une centaine de personnes. Donc une vie tout à fait luxueuse, tout à fait mondaine, où Françoise peut enfin être maîtresse d'elle-même. Et donc effectivement, cela va engendrer une correspondance qui va devenir, comme vous le disiez, quasi quotidienne, puisque Madame de Sévigné emporte sa lettre avec elle lorsqu'elle rend des visites. Elle écrit sur le coin d'une table quelques lignes, et puis elle attend ce qu'on appelle les ordinaires, c'est-à-dire le départ des courriers, d'abord 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine en direction de Montélimar. Voilà, parce que en direction de Montélimar, parce que Grignan, c'est dans la Drôme, et donc voilà, c'est pas très loin de Montélimar. C'est tout à fait à côté de Montélimar. Avec ces correspondances, on l'entend bien, entre une mère et sa fille, entre Marie et Françoise, et puis ces correspondances entre femmes autrices également, car il y a des échanges. Et en 1684, Madame de Sévigné écrit à Madame de Scudéry. En 100 000 paroles, je ne pourrais vous dire qu'une vérité, qui se réduit à vous assurer, mademoiselle, que je vous aimerai et vous adorerai toute ma vie. Il n'y a que ce mot qui puisse remplir l'idée que j'ai de votre extraordinaire mérite. J'en fais souvent le sujet de mes admirations et du bonheur que j'ai d'avoir quelque part à l'amitié et à l'estime d'une telle personne. Comme la constance est une perfection, je me réponds à moi-même que vous ne changerez point pour moi. Et j'ose me vanter que je ne serai jamais assez abandonnée de Dieu pour n'être pas toujours tout à vous. Je vous dis adieu et vous embrasse de tout mon cœur. Laure Osselet qui nous lisait cette lettre de Madame de Sévigné, qui a alors 58 ans, à Madame de Scudéry, qui a 20 ans de plus. C'est pas la même génération. C'est d'ailleurs intéressant de mettre ça en parallèle. C'est-à-dire que Madame de Sévigné dit mademoiselle, mais parce que Madame de Scudéry a voulu rester célibataire. Oui, tout à fait. Il faut pas la confondre avec une autre Madame de Scudéry, qui est l'épouse de son frère Georges de Scudéry, qui est une des correspondantes aussi de Bussy-Rabutin. Donc Mademoiselle de Scudéry, oui, qui à ce moment-là de cette lettre reste dans le paysage littéraire comme l'autrice de conversations, qui sont donc des conversations écrites, extrêmement composées, qui n'ont rien de décousu, ni qui représentent bien ce caractère un peu formel et de représentation aussi des conversations, et qui sont des conversations avec des sujets extraordinairement différents, qui sont des sujets de morale, mais aussi des lieux d'instruction des femmes, dans lesquels elle rediffuse énormément de savoir, comme elle l'avait fait dans ses romans, des lieux de discussion aussi, et certaines de ces conversations seront lues à Saint-Cyr. Il y en a une qui est consacrée à Saint-Cyr un petit peu plus tard. Donc on a dans ces conversations véritablement le témoignage à la fois d'une admiration longue pour Madeleine de Scudéry, qui sera ensuite jetée dans l'oubli par l'histoire littéraire, par Boileau en premier, et puis par l'histoire littéraire, donc de cette autorité littéraire et morale qu'elle représente, et en même temps de l'importance qu'il y a pour ces femmes à continuer de poursuivre entre elles et avec leur partenaire masculin une réflexion tout à fait approfondie, quoi. Je veux dire, qui n'est pas du tout frivole ou comme on a pu le dire, des Précieuses.
Et en écho d'ailleurs à ce que nous vivons aujourd'hui, il faut relire toujours Madame de Sévigné avec ici la disparition de Madame de Sévigné. Elle meurt le 17 avril 1696 au château de Grignan, donc dans la Drôme. Elle a alors 70 ans. Pour finir, Geneviève Haroche-Bouzinac, est-ce que l'on peut espérer retrouver de nouvelles lettres de Madame de Sévigné avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Et quand on vous lit votre Madame de Sévigné là, chez Flammarion, on apprend qu'il est arrivé par le passé qu'en allant en Brocante, on retrouve, c'était au 19e siècle, des documents exceptionnels. Alors, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. En tout cas, pour ma part, j'ai essayé de retrouver les lettres de Charles, mais peine perdue. Donc, tout dépend aussi de la descendance. Par exemple, Charles n'avait pas d'enfant. Tout dépend de l'attention que les héritiers apportent à la conservation des documents. Mais bon, on peut toujours espérer de bonnes surprises. Pourquoi pas? Mais oui, il le faut, parce que là, vous nous rappelez le nombre de lettres? On est sur 1200. 1200. Il y a de quoi lire. Oui, absolument. 3 volumes Pléiade. Voilà, 3 volumes dans la Pléiade. On les retrouve aussi chez Folio. Et puis avec parfois des focus sur certaines années. Il y a des lettres qui sont absolument sensationnelles. Merci vivement à toutes les deux d'être venues dans le cours de l'histoire nous parler de Madame de Sévigné. Geneviève Haroche-Bouzinac, je rappelle, Madame de Sévigné chez Flammarion. Et aussi votre biographie d'Yvonne Jean Haffen. Alors là, c'est de l'ombre à la lumière. C'est la décoration absolue que vous nous proposez avec un personnage là aussi formidable. Il y a la revue épistolaire, L-A-I-R-E à la fin. Et merci beaucoup Myriam Dufour-Maître. Et je rappelle, je le dis, les précieuses naissances des femmes de lettres en France au XVIIe siècle. Et puis ces éditions critiques que vous avez pu proposer, notamment autour de Madeleine de Scudéry. Merci beaucoup à toutes les deux. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, ma très chère fille Sévigné en correspondance à longue distance avec sa fille, évidemment. Je ne supporte plus de voir souffrir ma fille. Sa mauvaise santé fait le chagrin de ma vie. Je ne sais plus comment faire. C'est l'excès de votre affection qui indispose Madame de Grignan. Vous vous trompez. Et si je suis responsable de son mal, alors je suis la seule à pouvoir le réparer. Non. Vous devez vous en éloigner. La laisser vivre. Un amour maternel obsessionnel avec Madame de Sévigné, Isabelle Brecard, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Et tous ces épisodes consacrés à Madame de Sévigné sont à retrouver, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. Sévigné est-elle une précieuse? Non, c'est une classique. Le cours de l'histoire, émission préparée par Raphaël Alloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Luce Mourant, Chloé Rouillon et Jeanne Delecroix.